Bonjour, aujourd'hui on va regarder l'épreuve 1 de l'agrégation interne de 2008. Je la trouve particulièrement instructive sur des choses basiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose à savoir, mais c'était difficile. C'était de l'algèbre linéaire, on n'a même pas besoin de la réduction a priori. Juste de l'algèbre, surtout le grand 1, c'est de l'algèbre de base, et dans le grand 2, c'est de l'algèbre de base aussi, avec de la dualité. Donc ça, c'est des problèmes assez dangereux, d'une part, et qui demandent une bonne connaissance, une connaissance profonde des objets simples de l'algèbre linéaire. Alors, on va commencer par le grand 1, qui était une question classique. J'ai l'impression que le grand 1 était tellement difficile que 3 questions bien rédigées du grand 1 suffisaient à être admissibles. Regardez, le grand 1, la première question est très longue, et en tout cas, peut être très long selon comment on le prend, et c'est un grand classique. J'explique. Soit W, un C espace vectoriel de dimension finie, PI des endomorphismes, et on pose WI égale PI de W, l'image de PI. Alors les conditions suivantes sont équivalentes. 1, W est somme directe des WI avec PI étant les projecteurs sur WI parallèlement à la somme des WJ pour J différent de I. Et PI carré égale PI, PIPJ égale 0 pour I différent de J, et la somme des PI, c'est l'identité. Voilà, fallait démontrer cette équivalence, et vous voyez tout de suite que l'équivalence, c'est un monde plutôt géométrique, d'accord? Ici, on est dans la géométrie, et là, on est dans les endomorphismes. Voilà. Alors, c'est quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire que les sommes directes, dire qu'un espace est somme directe de sous-espaces, se dit avec ce qu'on appelle des projecteurs orthogonaux. Alors, projecteurs orthogonaux, donc projecteur, vous le voyez ici, orthogonaux, vous le voyez ici, et on va dire un système maximal de projecteurs orthogonaux. C'est la maximalité est dite parce que quand on fait la somme, on a l'identité. Bon, en gros, on peut voir qu'on ne peut pas en avoir plus. Voilà. Donc c'est un critère de somme directe. On a une somme directe si et seulement si on peut définir par ceci des projecteurs orthogonaux et un système maximal de projecteurs orthogonaux, ce qui est donné ici. Ici, donc, vous voyez la géométrie. Ici, vous voyez plutôt des relations algébriques. Voilà. On est dans une algèbre, on est dans l'algèbre des endomorphismes. Bien. Alors, allons-y pour 1 entraîne 2, qui était quand même la chose la plus simple d'aller de là vers là. On définit donc ces projecteurs sur WI, parallèlement à la somme des WJ. Donc, comme ce sont des projecteurs, bon, alors il y a un certain nombre de choses à savoir sur les projecteurs. On va essayer de faire le point même si c'est exhaustif, complètement exhaustif, trop exhaustif, essayez de faire le point de ce que vous devez savoir sur les projecteurs. D'abord, un projecteur, ça vérifie P carré égale P. Voilà, et c'est une définition d'un projecteur. Bon. Et on peut partir de là, on peut tout faire à partir de là. Alors, quand on a un projecteur, donc géométriquement, on sait, on projette sur un sous-espace et parallèlement à un autre sous-espace qui lui est supplémentaire. Ça, c'est important. Le sous-espace sur lequel on projette, c'est im de P. Si P est le projecteur, c'est im de P. Mais, bien sûr, c'est toujours intéressant de voir des im comme des kers. Et là, on a le lemme des noyaux qui nous aide. C'est-à-dire le sous-espace parallèlement auquel on projette, évidemment, c'est ker de P,
puisque c'est le sous-espace parallèlement auquel on projette. Mais, étant donné que P est annulé par le polynôme x2 moins x, le lemme des noyaux nous dit que ker de P moins identité est en somme directe avec ker de P, et ça va faire que im de P, c'est ker de P moins identité. Alors, bon, c'est quelque chose d'assez classique, et si vous voulez le montrer, eh bien, vous avez une inclusion très facile, de là vers là, et une égalité des dimensions. L'égalité des dimensions, elle vient pour la dimension de ça du lemme des noyaux, et pour la dimension de ça par rapport à la dimension de ça, eh ben, de la formule du rang. Voilà. Donc, en gros, hein, si on doit résumer ce que vous devez savoir faire sur les projecteurs, vous devez savoir d'abord qu'un projecteur, c'est déterminé par cette équation, d'accord? Donc il est annulé par le polynôme x2 moins x. On projette sur l'image et parallèlement au noyau. Mais l'image, c'est le noyau de P moins identité, hein, pour la raison que je viens de vous donner. Inversement, évidemment, le noyau, c'est l'image de P moins identité. Il y a une réciprocité entre les deux. Et tout se démontre avec juste le lemme des noyaux et l'annulation par le polynôme x facteur de x moins 1. Voilà. Bien. Donc, une fois ces choses dites, on va pouvoir attaquer. Donc 1 implique 2, on a évidemment, puisque c'est des projecteurs P2 égale P, vous pouvez affirmer qu'un projecteur vérifie ça. Maintenant, X va se décomposer ici en somme de XI avec les XI dans WI, et quand on va regarder PI, PJ de X, ça fait PI de XJ, par définition de PJ de X, c'est la projection sur la coordonnée J, et on va avoir PI de XJ, comme I est différent de J, ça fait 0, parce qu'on projette sur WI, et I est différent de J, donc, et parallèlement, évidemment, à ceci, hein, bien sûr. Alors, ce qui nous fait que PI, PJ est égal à 0. Maintenant, P1 plus jusqu'à Pn de X, c'est justement la somme des PI de X, donc la somme des XI, par définition des projecteurs, et donc ça c'est X, par définition. Ici, voilà. Ce qui prouve, comme c'est vrai quel que soit X, que la somme des PI, c'est égal à l'identité. Voilà donc l'implication qui était plutôt l'implication simple, où, bon, faut pas se planter évidemment, mais généralement, c'est des choses qui sont assez bien faites. La réciproque, en revanche, c'est la patinoire. Alors, allons-y. Donc, je vous ai dit, voilà les choses à savoir. On ne va pas se servir de ça, hein, mais quand même, c'était bien de faire le point sur tout ça. Alors, commençons par... donc, on a ça. Il faut montrer qu'on a une somme directe et que les pays sont les projecteurs. Hein. Alors, X, on va commencer par dire que c'est I de X, et donc c'est la somme des PI de X. Et ça, c'est la première chose, hein, qui est importante. D'après cette formule-là, hein, on a ça. Et les PI de X, évidemment, c'est dans somme des WI, parce que les WI, c'est im de PI, ici. Hein, donc on est dans somme de WI, ce qui veut dire que W est inclus dans la somme de WI, mais évidemment, comme l'inclusion évidente inverse, hein, donne qu'on a l'égalité. Voilà, donc déjà on a une somme. Maintenant, est-ce que cette somme est directe? Alors, on peut faire de deux manières pour les sommes directes. Il faut revenir à la définition. Est-ce que quand on a une décomposition de X sur la somme de WI, est-ce que les éléments ici sont uniques? Donc, je veux déterminer, donc je pose X égale somme de X'I, parce qu'ici j'ai déjà pris Xi, donc X'I, et je veux montrer que X'I est entièrement déterminé par X. Ben oui, on va montrer que X pour tout J,
en faisant les choses deux par deux, mais dans le gourdon, c'est fait en prenant le taureau par les cornes et en attaquant directement, sans récurrence, on obtient directement la chose comme ça. Je ne le préconise pas pour faire un développement, mais en revanche, pour la théorie, c'est quand même intéressant parce que ça nous fait visiter ce genre de choses. Voilà, maintenant on va passer à la question 2 qui était aussi un petit peu impliquée. Alors, pour la question 2, qui était en fait la dernière question, parce qu'il y a de 2A jusqu'à 2E du grand 1, bon, je vais commencer par faire un préliminaire, juste pour qu'on parte d'un bon pied. Et pour partir d'un bon pied, il faut comprendre un petit peu ces matrices élémentaires. Donc, on a une base canonique, hein, un petit peu comme dans l'espace des polynômes. Dans l'espace des matrices, on a une base canonique. Les matrices, bon, voilà, c'est les matrices élémentaires. Voilà. Algébriquement, elles se multiplient avec une espèce de relation de Chasles, c'est-à-dire que EIJ, EKL, c'est delta JK, le Kronecker, fois EIL. Bon. Ces matrices élémentaires, vous les connaissez, hein, sur la colonne J et la ligne I, il y a un 1 et le reste c'est 0. Donc c'est vraiment une base canonique. Hein. Et on a ça. Alors ça, vous pouvez, c'est suffisamment connu pour l'admettre, mais il faut quand même le dire à un moment. Hein, d'accord ? Quand vous voyez que ici on va l'utiliser, ben, vous dégagez un petit peu cette égalité une fois pour toutes. C'est intéressant de le voir algébriquement, mais c'est aussi intéressant de voir ces matrices géométriquement. En tant qu'endomorphisme, qu'est-ce qu'elles font ? Ben, elles prennent un vecteur EK de la base canonique de Cn, puisqu'on est sur C, hein, mais c'est valable sur n'importe quel corps, et EIJ de EK, ben, EK va aller vers 0 si K est différent de J, et vers EI si K égale J. Hein, c'est exactement ce que disent les matrices qui se voient en colonne. Voilà. Donc, si par exemple on vous demandait de démontrer ceci, plutôt que le faire matriciellement, hein, eh ben, autant montrer cette égalité sur une base. Il suffit de l'appliquer, hein, ça c'est le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, il suffit de l'appliquer sur une base. Si l'égalité est vraie sur une base, alors c'est vrai partout, et on peut... Donc je vous conseille de le faire plutôt comme ceci, et de toute façon, sur les matrices élémentaires, il est important de connaître ceci et cela. D'accord ? Voilà. Maintenant, le 2A nous disait, bon, on a un morphisme, ρ, de Mn de C dans and de W. W, c'est toujours un espace vectoriel de dimension finie, mais pas forcément n, hein, attention, c'est pas clair que ce soit de dimension n. Bon, et ρ est un morphisme d'algèbre, attention, unitaire. Unitaire, ça va être vraiment important, hein, parce que, par exemple, ça ne peut pas être le morphisme nul, parce que si c'était le morphisme nul, en fait, l'identité irait vers 0. Hein, voilà. Et on va voir à la fin que ça va être un morphisme injectif, en fait. Alors maintenant, on va poser PI égale ρ de EII, et il faut montrer que les PI forment, comme tout à l'heure, hein, un système maximal de projecteurs orthogonaux, voilà, qui était défini précédemment. Bon, alors ça, c'est vraiment tout droit, hein, PI carré. On utilise juste ces égalités pour dire que EII carré, c'est EII, avec ça. EII, EJ, c'est 0, si différent de J. Voilà. Et le tout, c'est de ne pas se tromper. Ici, on a les endomorphismes, donc on a une loi rond, et ici, on a les matrices, donc on a une relation multipliée. Mais sinon, ça, c'est assez évident. Bon, je vous conseille juste de le lire, et puis c'est bon. Et puis, le fait que la somme des PI, c'est l'identité de W, ça c'est important. Eh bien, c'est juste que la somme des PI, c'est la somme des ρ de EI, par définition. Rho, c'est un morphisme d'algèbre, donc c'est ρ de la somme des EII, et la somme des EII, ben, vous voyez que c'est la matrice identité. Alors attention, hein, ρ de IN, c'est pas IN, c'est id de W, parce que là,
l'élément neutre c'est IN, et là, l'élément neutre c'est l'identité. Faites bien la différence entre le matriciel, le calculatoire, l'objet de calcul, l'objet cartésien par excellence, hein, de Descartes, et l'objet ici, qui est un objet géométrique. Hein, voilà. Bon, donc voilà pour le 2A. Et puis pour le B, alors le B était un peu difficile, mais finalement, il se résout, mais ça demandait un petit peu de savoir-faire. Il faut montrer que la restriction de ρ de EIJ, alors I et J quelconque, hein, restreint donc à WJ, fournit un isomorphisme de WJ avec WI. Voilà, donc ça c'est important. Donc comment on faisait ça? Eh bien, il faut bien voir que quand on vous pose cette question, il y a en gros 3 questions pratiquement. Mais la première question, à laquelle on échappe parfois, c'est est-ce que c'est bien défini? C'est-à-dire, une restriction, c'est bien défini. Je peux partir de WJ si je veux partir de WJ, puisque WJ est inclus dans W. Mais est-ce que ça va bien dans WI? Ça, c'est important. Si je pars de WJ, est-ce que j'arrive bien dans WI? Ça, c'est la première question à se poser. Et ensuite, une fois que c'est bien défini, alors on montre que c'est ISO. Avec les deux questions, est-ce que c'est injectif, est-ce que c'est surjectif? Bon, là, ça ne va pas être comme ça. C'est assez rare, mais là, ça ne va pas être comme ça. Alors, il va falloir montrer que si je prends X dans WJ, alors ρ de EIJ de X est dans WI. Donc, il va falloir quand même caractériser WI. D'accord? Et WI, c'est im de PI par définition. Mais une image, c'est pas très praticable. Comment vous montrer qu'un élément est de la forme PI de quelque chose? Généralement, c'est difficile. En revanche, un noyau, c'est beaucoup plus praticable. C'est très facile de checker que vous avez un élément dans un noyau. Donc, il vaut mieux WI, et ça, c'est ce que je vous avais dit dès le début, et ça, c'est les choses à bien connaître sur les projecteurs, c'est que quand on a un projecteur P, im de P, c'est ker de P moins identité. Ça, c'est important. Parce que ça se check beaucoup plus facilement. Donc, regardez, on va vérifier que c'est bien défini. D'abord, la première chose à dire, c'est que d'après le 2A et d'après le 1, d'après le 2A, on a un système maximal de projecteurs orthogonaux, et d'après le 1, eh bien, ça implique que les WI sont en somme directe et que les PI sont des projecteurs sur les WI parallèlement au reste de la somme directe. Bien. Alors, donc, première question, est-ce que c'est bien défini? Ça veut dire, est-ce que quand j'ai un élément ici de l'image de ρ de EIJ, est-ce qu'il est bien dans WI? C'est-à-dire, est-ce qu'il est bien stable par PI? C'est ça. Hein? Est-ce que c'est bien un truc qui vérifie PI de X égale X? Eh bien, il suffit de montrer que PI rond ρ de EIJ est égal à ρ de EIJ. Ça voudra bien dire que quand j'aurai un ρ de EIJ de X, eh bien, ce sera bien égal à ρ EIJ de X. Donc ce sera bien stable par PI. Bien. Ben oui, ça c'est évident. J'écris PI égale ρ de EII. Je vais avoir, parce que ρ est un morphisme d'algèbre, ρ de EII, EIJ. Je vais appliquer ceci et ça va faire ρ de EIJ. Donc c'est bon. Donc c'est bien défini. Maintenant, est-ce que c'est un isomorphisme de là vers là? Alors, pour I égale J, c'est assez évident, parce que pour I égale J, c'est PI. Donc, PI, bah oui, c'est l'identité de WI, puisque c'est la projection sur WI, donc c'est l'identité de WI. Donc, PI, c'est l'identité de WI. Ça, c'est très simple. Mais maintenant, si I est différent de J, alors l'idée, ici, c'est différent d'habitude, effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu inhabituel, c'est de se dire, on va trouver l'isomorphisme inverse, et l'isomorphisme inverse, oui, il est naturel, il est hurlant d'évidence, une fois
qu'on le pense comme ça, bah, c'est ρ de EJI. Alors regardons par exemple, quand on va faire ρ de EJI comme ça, et puis ensuite ρ de EIJ comme ça, eh bien qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir ρ de EII, c'est-à-dire qu'on va avoir l'identité de W. Donc ça veut dire que lui, c'est un inverse à droite de lui. Et de la même manière, c'est un inverse à gauche aussi, c'est exactement pareil. Voilà, donc c'est bien ISO. Ça, cette question était un petit peu astucieuse. Il y a une énorme différence entre ce qu'on peut écrire avec le noyau, avec l'image, qu'on peut réfléchir, et la simplicité, en fait, quand on passe par cette petite astuce. Voilà, on va continuer. Il nous reste encore le C, le D et le E. Alors le 2C, déjà, on commençait à rentrer dans les profondeurs du problème et de ces notations pas toujours optimales. Bon, allons-y, le 2C, on fixait une base de W1. Donc c'est petit W1 jusqu'à WR. Et on va poser V1 égale W1. V2, c'est ρ de E21 de W1. Donc on s'intéresse qu'à W1. Et les images successives, Vn, c'est ρ de En1 W1. Voilà. Il fallait montrer que les VI formaient, ou les VJ formaient une partie libre, et que ρ de EST VK, c'est delta, donc c'est un symbole de Kronecker, TK VS. Bon, alors ça, comment on peut remarquer, alors, bien sûr, ce qui était important, c'est de dire que bon, W1, il est non nul, puisque c'est un élément de la base, et ρ de EJ, donc ici, ρ de EJ1 restreint à grand W1, c'est un ISO. Donc ça veut dire que quand on va appliquer un non nul, et on va lui appliquer un ISO, en fait, quand on va prendre un non nul et on va lui appliquer un ISO, eh bien, on va toujours avoir quelque chose de non nul, parce que c'est un ISO, c'est injectif. Donc ça veut dire que les VJ sont non nuls. D'accord? Voilà, ça c'est important, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que VJ appartient à WJ, évidemment, hein, d'après ce qu'on a vu, parce que ça va aller dans W2, ça va aller dans WN, d'après ce qu'on a vu précédemment, quand on a dit que c'était bien défini. Et de plus, maintenant, les WJ sont en somme directe. Ça, on l'a vu avec le système maximal de projecteurs orthogonaux. Bien, donc tout ça, c'est clair. Donc ça veut dire qu'on va montrer que c'est libre en faisant une combinaison linéaire, mais comme c'est en somme directe et que les VJ sont dans WJ, ça va être dans WJ, et donc le fait que la somme soit nulle, ça fait que les lambda VJ est égal à 0. Bien. Et maintenant, comme VJ est non nul, ça veut dire que lambda J est égal à 0. Voilà. Donc, libre, c'est assez clair. Maintenant, pourquoi on a ça? Bon, bah ça c'est assez facile, hein. On revient à la définition de VK ici, et puis on utilise la relation algébrique des matrices élémentaires. Voilà. C'est direct, c'est tout droit, il n'y a aucun souci. Le 2D pouvait surprendre. On dit de même, on va construire ces éléments-là. C'est-à-dire on a remplacé W1 par WJ. Donc on fait exactement pareil, mais au lieu de W1, on le fait aux autres. Et on appelle grand VJ le sous-espace engendré par ceci. Et il faut montrer que W est somme directe des VJ. Bon, alors l'idée ici, avec ces doubles indexations, c'est de penser à dessiner un tableau à double entrée, en quelque sorte, où vous avez W1 comme ceci, c'est la première ligne, W2 c'est la deuxième ligne, donc ça va être l'image, on sait que W2 c'est l'image de W1 par ρ de E1, d'après la question précédente, et donc on peut
on sait que comme c'est un isomorphisme, là on a une base, ici on va avoir une base aussi. Et on fait pareil pour toutes les lignes jusqu'à Wn. Donc l'image d'une base par un iso est encore une base. Bien, mais maintenant, qu'est-ce que c'est que les VJ? C'est simplement la lecture verticale de ce qu'on a écrit en horizontal. C'est-à-dire, c'est le sous-espace engendré par ça, V1, c'est le sous-espace engendré par cette famille, et VJ, c'est le sous-espace engendré par cette famille. C'est exactement la définition des VJ. Donc c'est une définition, en quelque sorte, qui est verticale par rapport à des objets qui ont été définis de façon horizontale. Alors maintenant, c'est facile de voir que les VJ sont en somme directe, que W, c'est somme directe des VJ. C'est-à-dire que, comme ici, j'ai une base, je peux dire que c'est la somme directe, ici, de droite. Ici, j'écris une somme directe de droite, j'écris une somme directe de droite. Et maintenant, en disant que W est somme directe des WI, donc qui est quelque chose qu'on a déjà établi, voilà, ça c'est W, ça on l'a établi bien avant, eh bien on va l'écrire, on va faire une associativité, donc on va avoir que W est somme directe de toutes ces choses-là, et maintenant on va réassocier les choses, et on va avoir que W est somme directe des VJ verticalement. C'est juste de la réassociativité. Voilà. Donc ça nous fait un 2D, et il ne reste plus qu'à attaquer le 2E, qui est assez surprenant. Alors, on aboutissait à la question 2E, où il fallait montrer qu'il existe une base B, telle que quel que soit M dans Mn de C, la matrice de ρ de M dans la base B, c'est une réplique de matrice M diagonale par bloc, comme ceci. Alors, attention, je vous rappelle que ρ va de Mn de C dans and de W. Dans ce genre de problème, c'est important de savoir qui habite où, d'accord? Donc M, c'est une matrice, ρ de M, c'est un endomorphisme, la matrice de B d'un endomorphisme, ça fait sens, et là, le fait qu'il y ait des matrices comme ceci, oui, parce que W, on avait vu que sa dimension, c'était R fois N, et c'est normal qu'il y ait R bloc NN. Bien. Alors, une petite parenthèse. Il y a un cas particulier de ce théorème, finalement, qu'on démontre, qui est assez intriguant, et qui s'appelle le théorème de Skolem-Noether. Et en fait, ce qu'on fait là, c'est le théorème de Skolem-Noether, et tel qu'on peut le trouver dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie. C'est carrément le chapitre 1, donc le tout premier chapitre, et c'est un exercice, c'est dans les exercices. C'est assez normal que ce soit dans un chapitre 1, parce que même si c'est difficile, attention, le problème est difficile, mais il a besoin de rien, il est basique. C'est souvent les problèmes basiques comme ça qui sont les plus difficiles, évidemment, parce que ils demandent pas grand-chose comme prérequis, juste du système D, quoi. Regardez donc le cas particulier. Si ρ va de Mn de C dans and de Cn, c'est-à-dire W, c'est Cn, c'est-à-dire R est égal à 1, ici. Eh bien, and de Cn, c'est canoniquement isomorphe à Mn de C. Donc on peut voir ρ comme un morphisme d'algèbre unitaire de Mn de C dans Mn de C. Eh bien, le fait qu'il existe une base telle que ça s'écrit comme ça, donc R égale 1, ça veut dire qu'il n'y a plus que M, ça veut dire que quitte à changer de base, donc à faire une conjugaison au niveau des bases, donc on a une matrice semblable ici, ça veut dire qu'il existe, donc cette base va être représentée par une matrice de passage P ici, et en fait ρ c'est rien d'autre que M donne Pn P-1. C'est-à-dire que ce qu'on a démontré, c'est que si on a un morphisme unitaire de Mn de C dans Mn de C, alors que c'est forcément la conjugaison, la réciproque étant claire. Donc ça on le montre justement dans NH2G. Bien. Mais c'était une petite pub pour le livre, mais en même temps une remarque d'un théorème très profond en théorie des représentations. Alors maintenant,
on va résoudre 2E. Bon, alors bien sûr, on va utiliser cette somme directe de W en somme de VJ. Et ce qu'on va prendre ici, c'est une base B juste compatible avec les VJ. Pas n'importe laquelle, la base qu'on a construite tout à l'heure avec les VJ. Mais bon, par similarité, il suffit de regarder les choses pour V1 où on a obtenu déjà des formules. Alors regardez V1, grand V1, il a pour base les VK. Les VK ont été définis par ρ de EK1 de W1. Ça, c'était une définition qu'on avait donnée. Et qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que ρ de M va s'écrire, M, déjà, sur V1, et dans cette base. Mais, étant donné que ρ est linéaire, bon, c'est un morphisme d'algèbre, donc en particulier c'est linéaire, il suffit de voir cette égalité pour M égale EIJ, pour une base. Ça, c'est toujours le théorème fondamental de l'algèbre linéaire. Si on arrive à le montrer pour une base, alors ce sera vrai, parce que c'est linéaire à gauche et c'est linéaire à droite. Bien. Alors, donc allons-y. On va le faire pour EIJ. Il suffit de montrer que la matrice de ρ de EIJ dans B, c'est juste la réplique des EIJ. Mais je vais le faire juste sur V1, parce que bon, pour les VJ, ça va être similaire. Sur V1, ça revient à montrer, et c'est là où je vous dis c'est important de comprendre parfaitement, géométriquement, c'est ce que je vous ai dit dès le départ, ce que c'est que EIJ. Ça veut dire que je veux montrer que ρ de EIJ, quand il s'applique à VK, ça fait delta JK VI. Ça, on en avait parlé au tout début. Mais oui, mais ça, c'est la formule qui a été donnée dans 2B. Donc c'est vrai. Et voilà, c'est terminé. Voilà. Donc je vous conseille de bien faire le problème, de regarder la correction parce que le problème est quand même difficile, et ensuite de refaire le problème. Je vous rappelle que ce problème, vous pouvez le trouver en tapant sur un moteur de recherche rapport et sujet, agrégation interne, et vous allez ensuite dans l'épreuve 1 de 2008. Voilà, allez, bonne sieste.